Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا هم. Eh oui, Bella Ciao, André Berkoff, interprété en farsi par une Iranienne sur les réseaux sociaux le 23 septembre 2022, soit 7 jours après la mort d'une jeune femme à Téhéran, tuée par la police des mœurs pour port non conforme du voile. André, elle s'appelait Masha Amini et elle n'avait que 22 ans. Oui, c'était une longue série, c'est quelque chose avec laquelle nous, de très loin, on regardait cette espèce de longue litanie de femmes tabassées, violées, massacrées, pendues, parce que justement, elles ne suivaient pas les ordres de ce qu'on appelle, vous savez, depuis toujours, les ordres intégristes, les ordres d'une religion quelle qu'elle soit d'ailleurs, qui impose vraiment une espèce de carcan à un peuple. Et malheureusement, ça existe depuis toujours. Et là, depuis, il faut le dire, depuis 1979, depuis donc 46 ans, il y a l'ordre. L'ordre règne à Téhéran, comme on disait, l'ordre règne à Varsovie. On sait qu'est-ce que c'est cet ordre. C'est un ordre totalitaire, qu'il soit hélas athée, laïque ou autre, de Pol Pot à Mussolini, en passant par Staline et autres, c'est toujours cette espèce de répression sanglante qui s'abat sur les gens qui ne sont pas d'accord avec ceux qui décident. Et je dois dire que Mona Chafarian, que nous recevons aujourd'hui et que nous sommes heureux de recevoir, Céline, vous le savez, qui a publié Mon combat, la lutte des Iraniens contre l'obscurantisme est aussi celle de la France aux éditions Stock. La France est évidemment à quelques milliers de kilomètres de l'Iran. Mais effectivement, on peut se poser la question aujourd'hui, où cela fait très exactement une semaine, en tout cas ça fera une semaine dans quelques heures, puisque c'est jeudi soir qu'a été déclenché effectivement ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Qui nous fait, on est en plein dans ce qui se passe en ce moment. On ne sait pas du tout comment cela va. Personne ne sait. En tout cas, on n'est pas dans le secret des dieux, que ces dieux soient trumpistes, qu'ils soient poutiniens ou qu'ils soient autres. On ne sait pas ce qui va se passer. On espère que ce qui va se passer est pour le mieux. Mais moi, j'ai une question juste à poser à l'heure où on parle. Mona Jafarian, vous êtes optimiste ou pessimiste? Je dis bien à l'heure où on parle. Bonjour. Il est trop tôt pour le dire. Vous savez, en tant qu'Iranien, on est déchiré entre deux sentiments terribles. Le premier, c'est forcément la douleur, la tristesse et l'inquiétude de voir les bombes s'abattre sur notre sol, sur notre terre. Et en même temps, une sorte d'espoir qui renaît parce que les Iraniens sont sortis à de multiples reprises dans la rue pour tenter de renverser ce régime en vain. Et ce que Israël a fait, ne serait-ce que la première nuit des frappes, en éliminant tout le haut commandement des gardiens de la Révolution et en frappant les lieux stratégiques, jamais on n'aurait pu le faire, nous, dans la rue. Bien sûr. On va en parler tout de suite après, justement, avec Céline, après cette pause. Et oui, on va en parler avec Mona Jafarian. Vous vous battez effectivement depuis plus de 2 ans avec force et avec courage, il faut le dire, parce que vous vivez sous protection policière en France. On est en France, elle est obligée d'être protégée dans son combat contre l'obscurantisme. Elle se bat avec force pour la liberté de son peuple. Elle sera en direct avec nous, en direct sur Sud Radio. Alors restez avec nous pour écouter son témoignage qui est vraiment bouleversant. برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت. Baraye, l'hymne de la révolte iranienne qui a éclaté le 16 septembre 2022 à Téhéran, André Berkoff.
Depuis cette date historique pour votre pays, Mona Jafarian, vous battez donc avec force, avec courage, pour la liberté de votre peuple qui est terrorisé, il faut le rappeler, depuis 46 ans par le régime des Mollahs. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonjour. Alors vous publiez chez Stock un livre très intéressant intitulé « Mon combat, la lutte des Iraniens contre l'obscurantisme est aussi celle de la France ». Alors aujourd'hui c'est le 7e jour du conflit entre Israël et la République islamiste. Dans quel état d'esprit sont les Iraniens et quels témoignages avez-vous pu recueillir de ceux qui sont aujourd'hui en plein cœur du conflit à Téhéran ? Écoutez, nous on est en lien, je suis en lien avec énormément de jeunes à l'intérieur du pays, mais aussi avec des jeunes qui ont fui l'Iran après les protestations suite à la mort de Mahsa Amini et qui ont perdu soit un œil, soit qui ont encore des balles dans le corps. Et quand je parle avec tous ces gens-là, il y a quand même une unanimité sur le fait que cette guerre, on n'en voulait pas. On a peur, on a profondément peur, on a assez souffert, mais maintenant qu'elle est là, finissez-les. C'est vraiment ça. C'est il faut y aller, il faut nous aider et il faut renverser ce régime terroriste. Oui. Ce qui est terrible, c'est que effectivement, vous le dites, vous avez fait un tweet ce matin sur les réseaux sociaux. Rien n'est fait pour assurer la sécurité du peuple aujourd'hui. Vous savez, le plus grand Internet a été coupé, pratiquement. Oui, parce qu'il faut bien réaliser une chose, c'est que le plus grand ennemi de la République islamique, ce n'est pas Israël, c'est le peuple iranien. C'est-à-dire que dès l'instauration de la République islamique, tous les organes ont été mis en place pour réprimer et étouffer le peuple iranien. Et dès le départ, ça a été annoncé, il faut détruire l'iranité de ce peuple. Donc aujourd'hui, que fait la République islamique ? Il coupe Internet pour empêcher les Iraniens d'avoir les alertes pour évacuer les zones. Quand les Iraniens veulent se réfugier dans les métros, ils ferment les métros pour être sûrs qu'ils ne puissent pas se réfugier. Quand ils savent qu'une zone va être frappée, ils coupent Internet dans la zone et demandent aux gens de rester chez eux pour se protéger parce qu'ils savent que ça va frapper et que les Iraniens, eux, ne le savent pas. Donc, si vous voulez, on est aujourd'hui face à un peuple qui a déjà beaucoup souffert, qui doit subir une guerre et qui, en plus, a un régime autoritaire qui va tout faire pour faire verser au maximum son sang. Et oui, et hier, le régime de Téhéran a annoncé que toute expression de joie concernant la guerre Iran-Israël, notamment sur les réseaux sociaux, sera considérée comme un crime. Et depuis le début du conflit, André, de nombreuses personnes ont déjà été arrêtées. Juste une chose, Mona Jafarian, non pas pour introduire un bémol, mais aujourd'hui, parce que faut quand même dire, et vous le savez mieux que personne, quand Khomeini est arrivé en 79, de Neaufle-le-Château, je rappelle, protégé, accueilli par Giscard et d'autres, enfin bon, ça c'est une autre histoire. Des intellectuels français, oui. André. Non, ouais. bien sûr, mais ça on l'a raconté 10 fois, les Foucault, les Sartre et compagnie, ils ont fait la même chose chez les Khmers rouges au Cambodge, c'est pas, hélas, tout à fait nouveau. Il y avait quand même une grande partie du peuple iranien à l'époque, faut le dire, qui était pour les Mollahs. À l'époque, non, franchement. Manipulation. Non, en fait, alors déjà c'est un autre contexte historique. Il faut quand même se replacer dans les années 70. Et puis, cette révolution, elle n'a pas été faite à la base même par le peuple iranien. Elle a vraiment été initiée par ce que nous, on appelle les fédayines. Donc, ce sont des léninistes communistes qui étaient à la solde de l'URSS, donc financés et entraînés. Sauf qu'ils ont été massacrés par les islamistes. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée de révolution, elle a mûri dans leur tête. Ouais. De l'autre côté, les islamistes et les mollahs, notamment les mollahs, n'ont pas entamé cette révolution par idéologie. À la base, ils l'ont fait parce que pendant la révolution blanche du Shah d'Iran, il va saisir tous les biens, toutes les terres des mollahs pour les redistribuer aux paysans. Et ça, les mollahs ne s'en remettront jamais. Ils vont dire, on s'est fait déposséder de nos terres, donc ils ont une vengeance à prendre. Donc, en fait, ces deux idéologies destructrices qui sont l'islamisme et l'extrême gauche vont s'unir et lancer cette révolution. Sauf qu'à l'époque, bien aidé par les médias occidentaux qui relaient fake news après fake news sur la réalité de l'Iran, sur Khomeini, lui donnant des interviews. Les Anglais vont mettre tous les moyens de communication à disposition pour qu'ils puissent directement s'adresser au peuple iranien. Donc les Iraniens, à l'époque, dans le contexte qui était celui de l'Iran de l'époque, eh bien, se disent, bon bah, on a quelqu'un qui nous dit que l'électricité va être gratuite, que le gaz est gratuit, que on va nous donner des chèques de $1000 chez tout le monde tous les jours.
jour, ah bah, on y va. Et donc ils ont suivi finalement ces révolutionnaires islamistes et d'extrême gauche sans vraiment comprendre ce qui était en train de leur arriver. Et c'est là où l'Occident a fait sa plus grande erreur, puisque en permettant l'établissement de la première république islamique au monde, on a ouvert la voie à l'islamisme qu'on voit aujourd'hui nous frapper sur notre sol, cet islam politique djihadiste, idéologique, qui est en train d'atteindre le monde entier. Et qui, je le rappelle simplement pour nous ici en France, la première des choses qu'ont fait les islamistes politiques, c'est d'éliminer l'extrême gauche, leur allié, et de manière extrêmement forte, et on dirait presque, je veux dire, ils les ont éliminés physiquement, partout. Ça a été un véritable bain de sang, puisqu'en l'espace de 3 mois, ils ont exécuté 30 000 personnes. C'est 30 000 énorme. personnes. 30 000 personnes en 3 mois. Et dans votre livre, effectivement, vous expliquez que Khomeini, à l'époque, pour constituer ce régime de terreur, il s'était donc appuyé sur l'idéologie des frères musulmans, mais aussi celle du nazisme. C'était un fan d'Hitler, dites-vous. C'est quelqu'un qui, en fait, vous savez, aujourd'hui, on entend beaucoup de gens nous parler d'antisionisme. Mais la réalité, c'est que cet antisionisme, il est nourri par l'antisémitisme. Quand vous refusez le droit à l'autodétermination d'un peuple et que vous estimez qu'il ne doit jamais avoir ni terre ni patrie, c'est de l'antisémitisme. Et donc, en fait, cette idéologie qui était d'ailleurs partagée par l'extrême gauche iranienne, parce que les fédayines léninistes s'entraînaient au Liban et en Syrie avec les fédayines palestiniens aux techniques de terrorisme. Donc il y avait déjà cette convergence des luttes entre islamistes et extrême gauche en Iran. Aujourd'hui, dans cette lutte, Mona Jafarian, est-ce que les Iraniens sont vraiment nombreux à être solidaires des Israéliens ? Alors, dès le 7 octobre, les Iraniens, que ce soit en diaspora ou à l'intérieur du pays, ont montré leur solidarité aux Israéliens. C'était très important pour nous tous de leur dire « Nous savons qui est responsable, nous vous soutenons parce que nous connaissons leur barbarie. » Nous, vous savez, pendant très longtemps, on disait à l'Europe, classez-les comme organisation terroriste, soutenez-nous, ils vont frapper, ces gens-là sont des terroristes, ils vont utiliser leurs tentacules pour frapper. On s'est trompé, on pensait que ce serait l'Europe qui serait frappée, c'est Israël qui a été frappé. Donc pour nous, ce qu'ont vécu l'Europe a été aussi frappée dans des attentats, hein. Il y a eu quand même, alors, il y en a eu pas mal. C'était du côté Daesh, donc c'est une autre idéologie. Mais ce combat, vous l'avez aussi mené, il faut le dire, devant l'Assemblée nationale et le Sénat français. Qu'est-ce qu'on vous a rétorqué sur le refus, effectivement, de les classer comme terroristes ? Alors, c'est surtout qu'on l'a fait au Parlement européen aussi. Et ce qui était complètement hallucinant pour nous, c'est qu'à 3 reprises, le Parlement européen vote une résolution pour dire classer les gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. Aucun dirigeant européen n'a eu le courage de le faire, et systématiquement on nous a dit soit les conditions juridiques ne sont pas réunies, ce qui était un mensonge absolu, soit on va pas fâcher les mollahs, on est en négociation. Ce qui est absolument scandaleux. À chaque fois, on vous a répondu la même chose. Chaque fois. Ouais. Et en France aussi. Et regardez aujourd'hui. Emmanuel Macron a refusé aussi, bien sûr. C'est toujours pas fait. Oui. Alors, il y a un chapitre très intéressant dans votre livre qui est consacré effectivement à la position pro-israélienne du peuple iranien qui a surpris beaucoup de monde ces 15 derniers mois, écrivez-vous. Expliquez-nous quels sont vraiment les liens historiques entre le peuple juif et le peuple perse. Alors vous savez, nous en tant qu'Iraniens, on dit que le père de notre nation est Cyrus le Grand. C'est vraiment le fondateur de l'Empire perse et aussi notre boussole culturelle, puisque c'est l'instigateur des premiers... Et rappelez de quelle date Cyrus le Grand, c'est important. 2563 ans, il y a. Voilà, exactement. Et si vous voulez, c'est l'instigateur des premiers droits de l'homme. Donc c'est le premier qui va bâtir un empire avec le respect des minorités, le respect des religions de chacun, le respect des droits humains, la fin de l'esclavagisme à l'époque. Donc c'est absolument incroyable. Et donc Cyrus le Grand va permettre aux Juifs de retourner en Israël, ce qu'on appelle Israël aujourd'hui, et de rebâtir leur temple. Donc il va les aider à rebâtir. Et c'est comme ça que va naître l'histoire d'amitié entre le peuple juif et le peuple iranien, qui n'a jamais cessé, puisqu'ensuite, à l'époque des Pahlavis, et ce que les gens ignorent d'ailleurs souvent, c'est que le Shah d'Iran va permettre aux juifs irakiens d'échapper aux pogroms, à la répression et aux persécutions, en se réfugiant en Iran. Donc il va y avoir plus de 100 000 juifs irakiens qui vont venir en Iran se réfugier.
Et quand Israël va naître quelques années plus tard, il va organiser avec le Mossad une opération de rapatriement de tous ces juifs en Israël. Il le fera également pour les juifs polonais, mais également pour les juifs en France, qui étaient à l'époque persécutés et recherchés par les nazis, parce que ce que les gens ignorent souvent, c'est que Iran veut dire terre des Aryens. Pas les Aryens des nazis, puisque c'est un terme qui a plus de 3000 ans. Donc en fait, quand Hitler pose son idéologie, ils sont face à un dilemme, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on fait des Iraniens, parce que il y a le mot arien quand même dans leur terre, et donc il leur donne finalement un espèce de totem d'immunité en disant bon, les juifs iraniens c'est pas comme les autres juifs. Et donc le consul, des juifs ariens. Voilà, exactement. Et donc le consul du Shah à Paris va distribuer des passeports iraniens aux juifs qui vont servir finalement à ce qu'ils ne soient pas déportés à l'époque. Oui, ce rôle de l'Iran est vraiment méconnu. Oui. Et nous, on a grandi avec cette culture, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas cette haine, cet antisémitisme qu'on peut voir en France même, mais aussi très répandu dans le monde arabe, où les gens sont biberonnés finalement à cette haine du juif, parce que les dictateurs au pouvoir ont toujours besoin d'un ennemi extérieur pour faire oublier le massacre intérieur. Voilà, exactement. Et oui. Et aujourd'hui, de nombreux activistes dans le monde entier, des activistes iraniens, effectivement, souhaitent absolument que nous cessions, ça il faut le préciser, de dire Iran pour parler de la République islamique. Expliquez-nous pourquoi ils insistent là-dessus, et vous aussi vous partagez ce point de vue. Oui, à chaque fois qu'on entend l'Iran est terroriste, l'Iran c'est une souffrance terrible pour nous, et je vais vous donner la meilleure raison pour ça, c'est que quand Khomeini arrive en Iran, un des premiers discours qu'il va tenir au peuple iranien, c'est « Nous devons tuer le patriotisme de ces gens-là. Le patriotisme est l'ennemi de l'islam. Il faut tuer toute iranité. » Comme ça, il dit que l'ennemi de l'islam est le patriotisme, et que tant que ce patriotisme existera, cette iranité, on ne pourra imposer l'islam au peuple iranien. Eh bien, il avait raison. Et il avait raison, et je pense que c'est ce qui a sauvé aussi l'Iran et le peuple iranien. Donc, si vous voulez, pour les Iraniens, aujourd'hui, il y a une force d'occupation qui détient le pouvoir depuis 46 ans dans leur pays, qui a tout fait pour empêcher les gens de fêter les fêtes culturelles, historiques, plurimillénaires de ce peuple, puisqu'ils descendent du zoroastrisme et qui sont encore fêtées aujourd'hui. 3000 ans. Oui. Ans, pour certaines d'entre elles encore plus anciennes, et qu'on continue à fêter, et ce, quelle que soit notre ethnie, parce qu'on est pluriethnique, il n'y a pas que des Perses en Iran, quelle que soit notre religion et quelles que soient nos croyances. Il n'y a que la République islamique qui veut détruire la culture et l'histoire des Iraniens. Donc, il faut faire ce distinguo. D'ailleurs, on dit que cette guerre, c'est celle d'Israël avec la République islamique. Et oui, c'est pas celle du peuple iranien. Et la guerre, il l'a déclarée à votre drapeau, parce qu'aujourd'hui, plus aucun insigne n'apparaît dessus. Quels étaient les symboles? Les symboles, c'était donc le lion et le soleil. Qu'est-ce que ça représente exactement? En fait, le lion, le lion, c'était vraiment le symbole de la Perse. Donc, c'est un symbole qui est millénaire, et pareil le soleil qui a aussi des références zoroastriennes. Donc si vous voulez, ce drapeau avec le lion et le soleil, c'est tout ce qui fait le ralliement iranien derrière sa culture. Et quand la République islamique va prendre le pouvoir, ils vont détruire ce drapeau, comme ils ont détruit les noms des rues, les passeports, tout. Et à la place de notre lion et soleil, ils vont mettre Allah. Et il va écrire sur le drapeau des dizaines de fois, en fait, c'est ce que vous voyez écrit sur le drapeau aujourd'hui de la République islamique. Il n'y a qu'un Dieu, je ne reconnais qu'un Dieu, et ce Dieu est Allah. Et c'est écrit en arabe. Donc vous voyez, on est. Ah oui, c'est pas écrit en farsi. Non, ce n'est pas écrit en persan, c'est écrit en arabe. Donc comment voulez-vous que les Iraniens aient l'impression que la République islamique les représente ? Et oui, donc l'opération effectivement Rising Lion, j'ai pas un très bel accent anglais, lancée par les Israéliens, c'est vraiment un clin d'œil au drapeau. Les Iraniens ont déjà, quand on a entendu le nom de l'opération qui était menée, on a tout de suite compris le clin d'œil, parce que le lion est le symbole d'Israël, mais aussi celui de l'Iran. Et sur les chaînes israéliennes en persan, parce que Tzahal, le ministère des Affaires étrangères, le Premier ministre, ils ont tous leurs chaînes en persan, et ce depuis des années. Eh bien, l'affiche de l'opération est un lion avec un soleil derrière lui. Donc le fait d'avoir rajouté ce soleil était une manière de dire aux Iraniens, notre guerre n'est pas contre vous, mais contre le régime.
Mona Jafarian, votre combat contre le régime de Téhéran, contre ce régime des mollahs qui persévère, qui agresse votre peuple depuis 46 ans. On va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Cette ancienne chanson iranienne, André Berkoff, est devenue virale après la mort de Nika Shakarami le 20 septembre 2022. Une adolescente de 16 ans qui a été agressée sexuellement puis tuée par 3 agents travaillant pour les gardiens de la révolution. Mona Jafarian, le régime de Téhéran a utilisé massivement le viol comme arme de guerre. Oui. Vous savez déjà, dès que Khomeini est arrivé au pouvoir, il a instauré en fait ce châtiment-là. Et d'ailleurs, il disait que toutes les femmes vierges qui seraient pendues doivent être violées avant d'être pendues pour les empêcher d'aller au paradis. Le viol a été... Il l'a dit ouvertement. Oui. Il l'a dit ouvertement. Oui. Oui, et d'ailleurs, les premières femmes qui étaient exécutées, le lendemain, il y avait un gardien de la prison qui venait avec une boîte de pâtisserie chez les parents, leur annoncer que leur fille avait été pendue et qu'il était leur nouveau gendre. Et vous savez, la République islamique, les chiites ont quelque chose qui s'appelle le ciré, qui est un mariage temporaire. Donc c'est un mariage d'1 heure, 2 heures, 3 jours. Donc ça leur permet en plus d'avoir la prostitution. Et en fait, ils faisaient des cirés. Donc un mariage d'1 heure qui leur permettait de violer cette jeune femme avant de la pendre. Et ensuite, ils allaient annoncer ça aux parents. Donc les parents, en voyant la boîte de pâtisserie, savaient que leur fille avait en plus dû subir un viol avant d'être pendue. Et cette tradition du viol a continué. Et en 2022, quand les jeunes femmes se sont révoltées dans les rues, le viol a été utilisé de manière systémique dans les prisons iraniennes. Mais le viol a aussi été utilisé sur des enfants, donc sur des gamines de 15, 16, 17 ans, et sur des hommes, sur tous les jeunes hommes. Le but était de terrifier la population, et les témoignages qu'on avait, nous, à l'époque, c'est quand je sors dans la rue, s'ils doivent m'attraper, je préfère mourir que de tomber vivante entre leurs mains. Des membres de votre famille ont été victimes de la terreur de ce régime, Mona Jafarian. Oui, mon oncle a été exécuté. Il a été parmi les tout premiers à être exécutés parce que les premières personnes que la République islamique a éliminées étaient les intellectuels. Les hauts membres, qui soient députés, mais qui avaient une grande influence, et les généraux et colonels de l'armée fidèles au Shah, parce qu'ils avaient très peur que l'armée reprenne le pouvoir. Donc oui, il a été parmi les premiers. Il y a eu une très grande purge à ce moment-là, enfin une très grande... Oui, parce qu'en fait le but a été tout de suite, parce que le concept des gardiens de la révolution islamique a été imaginé à Paris, à Neuf-le-Château. Donc c'était le but d'avoir une milice paramilitaire qui va protéger le régime de la population en premier lieu, donc instaurer la terreur, et aussi de mener cette espèce de djihad idéologique et impérialiste à travers tout le Proche et le Moyen-Orient. Oui. J'ai juste, Mona Jafarian, je voudrais revenir à ça, parce que nous, ça nous intéresse, c'est important. Comment vous expliquez, quel que soit ce que vous proposez, que la gauche iranienne, les Toudés et autres, ils n'ont pas du tout vu que les islamistes pouvaient à un moment donné se débarrasser d'eux? Je veux dire que c'est l'aveuglement total, c'est quoi? Je parle par rapport à ce qui se passe chez nous aussi. Mais je pense, oui, ça a été l'aveuglement total, et puis ça a été aussi l'aveuglement total, par exemple, des Américains et des Français à l'époque. C'est-à-dire que tout le monde pensait, ils l'ont fait en Afghanistan aussi. En fait, on avait le choix entre le communisme ou l'islamisme. Ils se sont dit, bon, bah, on va miser sur l'islamisme. Mais pour revenir à cette gauche, c'est qu'ils pensaient que finalement, les ayatollahs, les mollahs, ils avaient le côté religieux, mais en fait, c'était un peu des ânes. Donc, le moment venu, on allait pouvoir, on les a manipulés pour accéder au pouvoir. Et puis on va les mettre de côté, ils savent pas gouverner, donc c'est nous qui allons gouverner. La révolution progressiste pure et dure, c'est nous qui la ferons. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, on avait des témoignages à l'époque d'activistes fédéines, donc profondément laïques, athées et anticléricales, de femmes qui disaient « Au nom de la lutte anti-impérialiste, j'accepte de porter 1000 voiles pendant 1000 ans ». Donc c'était là leur naïveté, c'est de se dire
en acceptant l'islamisme, eh bien, on prendra quand même le pouvoir, nous, et on pourra imposer le communisme. Eh bien, ça a été la purge. Ça nous rappelle des choses. Et oui. Alors, Mona Jafarian, vous, depuis 2 ans, effectivement, vous battez vraiment donc, pour votre peuple, pour sa liberté. Vous avez donc cofondé l'association Femmes Azadi, Azadi qui veut dire donc liberté en persan. Concrètement, quelles actions avez-vous menées depuis le début de la révolution Femmes, Vie, Liberté ? Alors on en a mené beaucoup, on a mené des actions de terrain en organisant des manifestations, des conférences, on a mené des actions médiatiques, on a fait beaucoup de création de contenu, d'interviews, pour que les gens comprennent qui était le peuple iranien et ce qui était en train de se jouer. On a aussi aidé les Iraniens, notamment en leur donnant des VPN pour leur permettre l'accès à Internet, des Starlink. On a aussi aidé beaucoup de familles de victimes et de réfugiés en prenant en charge les frais d'avocat, des choses comme ça. On a mené beaucoup d'actions politiques, notamment avec des résolutions à l'Assemblée nationale, des actions associées avec d'autres collectifs pour que les élus français parrainent les jeunes qui étaient condamnés à mort pour essayer de les sauver d'une condamnation à mort. Il y a eu l'illumination de la Tour Eiffel avec le slogan. En fait, on a fait tout ce qu'on pouvait faire à notre échelle pour tenter de faire bouger les choses. Oui, et les féministes ne vous ont jamais soutenu dans votre combat ? Non, elles nous ont jamais soutenues. Alors, les féministes, en général, les femmes féministes en France, oui. Les plus grandes organisations féministes aujourd'hui en France, non. Malgré nos appels à manifester à nos côtés. Et comment ça, qu'est-ce qu'elle vous disait ? Comment ça se fait que ce silence ou cette La plus grande organisation féministe nous a répondu bravo, mais c'est pas notre combat. C'est qui alors, j'aime pas trop le dire parce que je me dis, elle mène quand même des actions qui sont utiles pour les femmes battues en France. Donc, d'accord. Voilà, mais elle vous a dit, c'est pas notre combat. C'est pas notre combat. Et ensuite, on a vu d'autres associations beaucoup plus, encore plus militantes d'extrême gauche féministe qui aujourd'hui gangrènent tout le milieu féministe, commencer à utiliser le visage de nos victimes en mettant une femme voilée et une femme non voilée en disant le combat de s'habiller comme on veut. Et alors nous, on était complètement outrés parce qu'on disait mais il faut vraiment, pardon de ma vulgarité, mais il faut vraiment être con pour penser que le voile c'est une casquette ou une tenue. En fait, on n'est pas en train de parler d'un défilé de mode. Quand une femme se met ce voile sur la tête, elle vaut la moitié d'un homme. Donc dire la liberté de s'habiller comme on veut, et puis surtout les femmes voilées en France, elles marchent dans la rue. Une femme non voilée en Iran, elle risque 72 coups de fouet, 10 ans d'emprisonnement et la mort. Ça. Donc voilà. La France n'est pas l'Iran, il faut arrêter. Non, mais en fait, il y a une espèce de relativisme néocolonial, alors qu'elle se prétendent anticoloniale, mais c'est vraiment une idéologie qui part du principe que la femme orientale n'a pas le droit à l'égalité des droits, n'a pas le droit à la liberté, n'a pas le droit d'être laïque, et ça a fini par femmes azadi sont des islamophobes fascistes d'extrême droite, parce qu'on disait que le voile était un signe d'oppression de la femme. Ah oui, il faut vous préciser parce que vous êtes quand même féministe. Comment vous avez reçu ces insultes ? Mais ça a été terrible parce que moi j'étais effectivement militante féministe et puis toutes ces femmes à qui je parlais tout le temps, qui ont des gros comptes sur les réseaux sociaux, avec qui je partageais en permanence, je leur envoyais des vidéos de ce qui se passait en Iran. On parle de gamines de 16-17 ans qui ont été violées, torturées à mort, battues à mort, et je leur envoyais des vidéos en leur disant mais prenez la parole, et puis on me lâchait des vues ou je regarderais ça, je te dirais, sans partager. Et c'est là où petit à petit j'ai commencé à comprendre que cette idéologie d'extrême gauche qui avait détruit l'Iran en 79 était déjà là en France et qu'elle est en train de faire des ravages. Et oui, à propos de ces féministes, vous dites elles ont vendu leur âme à l'islamisme. Exactement. Et elles ont normalisé les pires outils d'oppression de la femme. Alors que le féminisme, c'est la lutte pour l'égalité des droits et que ce voile représente tout le contraire. Mais Mona Jafarian, vous vivez en France, c'est intéressant, je crois qu'il faut creuser un tout petit peu ça. Au nom de quoi ? Comment vous comprenez que quelqu'un qui se bat justement du matin au soir pour les droits de la femme, pour l'égalité, pour ceci, pour cela, on les envoie partout, là, tout à coup, il y a un voile blanc ou un voile noir, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas un voile, et qui dit non, ça c'est pas pour nous, c'est pas... Comment on peut faire cette, schizophrénie mentale ? Je sais pas, est-ce que vous l'expliquez ? Oui, parce qu'en fait, c'est ce mouvement qu'on appelle indigéniste en France, qui veut en fait que quand une minorité, ou même une femme en général, est victime d'un racisé,
il ne faut pas le dénoncer parce que ça risque de créer l'amalgame avec tous les racisés. Ça va fracturer la communauté opprimée qui est évidemment racisée. Voilà, donc si on commence à dénoncer l'islamisme, oh bah mon Dieu, les musulmans de France vont être en danger. Déjà, c'est absolument hallucinant de penser comme ça, et surtout, c'est quand même une méconnaissance totale de la situation, parce que les premières victimes de l'islamisme, c'est les musulmans. Absolument. Donc en fait, c'est un déni de la réalité de ce qu'est le patriarcat et la répression religieuse. Et moi, l'exemple que je vous donne tout le temps, c'est que quand aux États-Unis, on a eu cette extrême droite redneck qui voulait à tout prix interdire l'avortement, eh bien, elles sont descendues par milliers dans les rues pour dénoncer ce côté religieux extrémiste. Donc c'était ok de descendre dans la rue pour des religieux blancs américains, mais descendre dans la rue pour des religieux un peu plus mat de peau avec des turbans, alors là c'est non. Voilà. Oui. En tout cas, ce qui est terrible, c'est que vous menez ce combat très courageux et vous êtes aujourd'hui en danger en France, il faut le dire. Vous avez des ennemis puissants. Qui sont-ils exactement? Qui vous menace? Je le répète, vous êtes sous protection policière depuis 1 an. Alors, sans rentrer dans les détails de la situation, il faut savoir que la République islamique est un régime terroriste. Ça veut dire que dès le début, mener des assassinats ciblés, des attaques ciblées contre les opposants a été une des stratégies. Sur les derniers mois, la République islamique a tenté d'éliminer plusieurs journalistes, qu'ils soient à Londres ou aux États-Unis, des activistes aux Pays-Bas. Le mois dernier, les Anglais ont démantelé une cellule terroriste de la République islamique avec 7 membres des gardiens de la Révolution prêts à mener des attaques contre des opposants, mais aussi contre des juifs en Angleterre. Donc si vous voulez, on est vraiment face à un régime terroriste qui n'hésite pas à frapper n'importe où dans le monde. Et bien évidemment, l'autre menace est celle de nos radicalisés et nos fanatiques qu'on a sur notre sol, qu'ils soient partisans de la République islamique ou juste de l'islamisme, et pour qui il est absolument insupportable de voir des femmes lutter contre l'idéologie qu'ils essayent de répandre dans notre société. Vous avez peur des fois, j'imagine, pour vous, pour votre famille? Pour moi, non. Pour ma famille, plus, parce que c'est quand même une responsabilité qu'on prend quand on s'engage dans un combat. Mais vous savez, moi je le dis toujours, on est tellement petit, on est tellement insignifiant comparé au courage du peuple iranien là-bas dans la rue, qui risque vraiment à chaque instant. En fait, quand vous voyez ces femmes, ces hommes sortir dans la rue, leur courage nous oblige. Et ce qu'on est en mesure de faire, il faut qu'on le fasse pour porter leur voix qui n'intéresse pas grand monde finalement, malheureusement. Selon vous, l'Iran de 1979, est-ce que ce schéma peut un jour se répéter en Occident et en France notamment? Alors, on a quand même la chance d'être dans des démocraties avec des paratonnerres et en tout cas des barrages pour éviter ça. Moi, j'ai vraiment confiance dans le peuple français. On est un peuple profondément républicain, profondément laïque, profondément anticlérical, fanatique. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est le peuple français qui est le rempart à ces deux idéologies destructrices. Mais malheureusement, je trouve qu'on a des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de la menace qui nous guette. Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur de ce qui nous guette aujourd'hui? En fait, on ne peut pas, face à des ennemis, qu'ils soient étrangers ou intérieurs, mettre en place des politiques du en même temps. Il faut arrêter avec cette politique du en même temps. Il faut arrêter avec cette politique de l'apaisement et de la désescalade en permanence, parce qu'on a peur d'émeutes, parce qu'on a peur d'attentats, parce qu'on ne veut pas froisser, parce qu'on ne veut pas stigmatiser. Il y a un moment où tous les rapports de tous les spécialistes, des services de renseignement, tout le monde le dit. Aujourd'hui, les deux plus grandes menaces pour la France sont l'islamisme et le narcotrafic. Donc à partir du moment où c'est posé sur la table, agissons, arrêtons de tergiverser. Il y a plus de 75, je crois, 76% de l'opinion publique qui est favorable à cette lutte. Allons-y. Est-ce que vous ne pensez pas, juste sortir, est-ce qu'il y a aussi une troisième menace qui n'est évidemment pas du tout de même ordre, mais est-ce que le politiquement genre, woke et compagnie ne joue pas un rôle non négligeable dans cette passivité qui s'est installée? Mais ce sont les idiots utiles. En fait, c'est devenu le vecteur de propagation de l'idéologie. Et vous savez, il y a des exemples qu'on voit partout dans le monde. On tombe sur des affiches Queers for Hamas. Moi, nous, en tant qu'Iranienne, on est complètement hallucinés de voir
de voir ce genre de choses. On dit, mais votre espérance de vie au Moyen-Orient, elle est de 30 secondes, les gars. Donc il y a un moment, excusez-moi, mais mettons le ridicule de côté et réveillez-vous sur ce que vous êtes en train de prôner. Donc c'est vrai qu'en fait, ces petits idiots utiles, alors moi je les appelle souvent les bulots radicalisés, donc au choix. En fait, ils ont l'impression d'être devenus des révolutionnaires, des anticoloniaux, des anti-impérialismes, sans même se rendre compte que l'impérialisme qui est en train de détruire notre région du monde au Moyen-Orient, c'est l'impérialisme islamique. Et ça, alors, ça les concerne pas du tout. Leur anti-impérialisme, il concerne que les démocraties. Oui, parce qu'on est en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là forment, non pas la majorité, loin de là, mais forment l'écume en plus médiatique. On les entend beaucoup dans les médias et ailleurs. Et ils sont dans une espèce de bulle absolument totale. Et voilà, ils sont contents. Et ils rentrent chez eux, ils s'assiedent, ils disent là, on est des révolutionnaires. C'est intéressant. André Berkoff, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec Mona Jafarian et nous allons continuer de parler de l'histoire de l'Iran et surtout de quelle sera l'issue de ce conflit selon vous, Mona Jafarian, et vous, André Berkoff. Céline Alonso. Et Gougouche, cette diva iranienne, Mona Jafarian, que vous aimez particulièrement, vous l'avez vue il y a quelque temps, vous le racontez dans votre livre. J'étais émue aux larmes en vous lisant. Vous aussi, vous étiez émue pendant son concert. Oui, d'ailleurs c'est incroyable d'entendre Gougouche, puisque après 79, les femmes n'ont plus le droit de chanter en Iran, alors qu'on avait... Elles n'ont plus le droit de chanter. Elles n'ont plus le droit. Chanter est un crime en Iran pour une femme. Ni danser d'ailleurs, comme montrer ses cheveux. Et vous savez, j'étais à ce concert de Gougouche avec ma mère et on était en larmes parce qu'en fait, moi je le dis toujours, on porte cette blessure de l'exil, mais on porte aussi cette blessure d'avoir un peuple qui souffre. Et en fait, quand j'ai regardé autour de moi, je me suis rendu compte que tout le salon de concert était en larmes parce que les Iraniens, en fait, on vit avec ce traumatisme et cette douleur permanente. Et vous savez, Gougouche, finalement, c'est un peu ce symbole de l'Iran d'avant, où on avait Frank Sinatra qui venait donner des concerts en Iran. On avait Mike Brandt qui a été connu grâce à l'Iran parce qu'il allait chanter en Iran. Et vous savez, on est un peuple de lumière. On aime la musique, on aime la danse, on aime le partage, on aime la culture, la poésie. Et on est aujourd'hui, notre pays est occupé. Et vous avez un cinéma extraordinaire, vous avez un art extraordinaire. Et encore aujourd'hui, malgré la répression. Ouais. Et en face de nous, on a une force qui idolâtre la mort, la culture du martyr. Et ça, c'est absolument insupportable pour les Iraniens. Alors si demain, la République islamique tombe, Mona Jafarian, selon vous, qui va prendre les rênes du pays ? Alors c'est encore compliqué de savoir exactement comment les choses vont se passer. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à l'intérieur du pays, on a énormément d'intellectuels et de gens compétents pour aider à la reconstruction du pays, et à l'extérieur du pays, on a quand même la chance d'avoir Reza Pahlavi, dont le nom est scandé partout, dans les manifestations, dans les stades, écrit sur les murs, sur les réseaux sociaux, et qui est la personne la plus plébiscitée et qui aujourd'hui a un plan qui s'appelle le plan de prospérité pour l'Iran de demain, qui comprend toutes les étapes nécessaires à la phase de transition pour éviter le chaos, et qui veut mettre en place plusieurs principes. C'est le respect des droits humains, un vote libre et démocratique pour les Iraniens pour choisir leur forme de démocratie et le dirigeant qu'ils souhaitent pour l'Iran de demain. En gros, il gère toute cette partie pour éviter qu'il y ait un chaos. L'Iran, c'est 3,5 fois la France, c'est 90 millions de personnes à l'intérieur du pays et 8 millions en diaspora. Et d'ailleurs, cette diaspora aidera aussi à l'Iran de demain. Oui, juste un mot là-dessus. Encore une fois, on en parlait au début. Est-ce que quand même il n'y a pas aujourd'hui, alors vous dites effectivement il y a toute la partie cultivée, la partie des gens. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des gens qui disent non, écoutez, le régime des mollahs, parmi ces 90 millions d'Iraniens, est-ce qu'il n'y a pas quand même une partie non négligeable de la population qui est toujours pour les mollahs aujourd'hui? Je vous pose la question franchement. Alors on estime qu'ils sont entre 10 et 15%.
de ceux qui sont encore pour le régime, vous voilà. dites, Donc c'est vraiment une minorité, sachant que sur les 10 à 15%, beaucoup le sont parce qu'aujourd'hui, la République islamique les paie grassement. Donc on ne sait pas combien dans ces 10 à 15%, demain en voyant une démocratie dans laquelle... parce que vous savez, 60% des Iraniens ont moins de 30 ans. Et les fils des hauts dignitaires, les filles des hauts dignitaires, ils vivent dans le nord de Téhéran, ils portent pas le voile, ils vivent à l'occidental, ils font leurs fêtes, eux ils sont pas réprimés, ils partent en vacances à Paris, aux États-Unis. Donc même dans leurs propres enfants, la grande majorité a complètement coupé avec cette idéologie et veut la République islamique parce que ils sont en train de grassement se gaver des richesses du pays. Ils en profitent. Donc voilà. Oui. Mais êtes-vous réellement optimiste quant à l'issue du conflit aujourd'hui ? Alors on refuse d'être optimiste parce que ça, vous savez, quand on mène une lutte qui est depuis bientôt 3 ans, qui est longue, qui est difficile, avec beaucoup de hauts et de bas, on n'a pas envie d'y croire avant l'heure. La situation est très compliquée, c'est une guerre, on sait comment les guerres commencent, on sait jamais comment elles se finissent. On a un peuple aujourd'hui à l'intérieur du pays qui est terrorisé de l'intérieur et qui a peur de ce qui est en train d'arriver de l'extérieur, mais aussi un peuple qui reprend espoir de se dire on a enfin quelqu'un pour affaiblir nos bourreaux, mais c'est à nous de finir le travail dans la rue. Si les choses se passent bien, eh bien écoutez, l'Iran sera enfin libre, débarrassé de la République islamique, mais il est encore beaucoup trop tôt à J+7 de la guerre pour imaginer comment les choses vont se terminer. André Berkoff, quel est votre avis sur cette issue du conflit ? Moi, je crois que de toute façon, personne ne peut faire de prédiction, encore moins nous ici, de loin. Ce qu'on peut espérer toujours, c'est que, vous savez, la liberté, elle ne se divise pas. La liberté, c'est la chose la plus importante du monde. C'est pas par hasard que c'est le premier slogan, justement, dans tous nos frontons, surtout le fronton républicain, institution républicaine. Encore faut-il que la liberté, on l'acte. C'est pas seulement en mots. C'est un acte, et c'est là où ça se passe, et là on voit où un pays est liberté, et quand expressément la censure existe, quand la liberté d'expression n'existe pas, quand on commence effectivement à emprisonner et à censurer, on sait très bien comment ça commence, et vous le savez très bien, Mona Jafarian, comment ça finit. Mona Jafarian, un mot sur ce rassemblement qui va avoir lieu ce soir à 18h à Paris, place Iéna, contre l'agression israélienne de l'Iran. C'est ce qui est inscrit sur l'affiche que vous avez partagée sur vos réseaux sociaux. Qui est derrière ce rassemblement ? La République islamique, puisque les auditeurs ne le voient pas, mais sur l'affiche il y a le drapeau de la République islamique qui est tenu par plein de manifestants. Ce sont les propagandistes du régime qui sont présents sur notre sol, qui d'ailleurs, c'est écrit en bas de l'affiche version française, tous ceux qui sont pour Gaza, tous ceux qui sont etc. Venez nous rejoindre. Donc en fait, on va avoir comme d'habitude nos idiots utiles et nos bulots radicalisés qui vont aller vers l'ambassade de la République islamique. Voilà, brandir le drapeau terroriste de la République islamique. Et je tiens quand même à dire quelque chose, c'est que la diaspora iranienne a manifesté chaque week-end pendant des mois, pendant presque 2 ans, et que la préfecture ne nous autorisait quasiment jamais. On a réussi peut-être une fois à obtenir l'autorisation d'aller manifester là où tous ces partisans du terrorisme ont le droit d'aller manifester, à savoir à côté de l'ambassade de la République islamique. Et vous, oui, étant donné qu'eux, ils ont eu Eux, ils ont le droit, mais nous, on n'a pas le droit, sachant que nos manifestations sont toujours pacifiques et que les Iraniens scandent quand même « Merci la police » à la fin de chaque manif, parce que la police, dans nos manifs d'Iraniens, elle nous protège des attaques de la République islamique. Merci Mona Jafarian. Oui, nous sommes un grand peuple, nous récupérerons l'Iran. C'est ce que disent la majorité des Iraniens aujourd'hui. Mona Jafarian, merci d'être venue sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre, Mon combat, la lutte des Iraniens contre l'obscurantisme, est aussi celle de la France. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Lisez ce livre, il est absolument passionnant. Aux il est éditions paru Stock.